Bonsoir à tous. On va laisser le temps à tout le monde de s'asseoir. Bien, donc bonsoir à tous et surtout, merci beaucoup d'être venus, aussi nombreux, hein, parce que voilà, je suis face à une salle qui est quasiment pleine et ça c'est quand même super, avec des collaborateurs de la maison, de nombreuses personnes de l'extérieur. Bon, on aura l'occasion de faire plus ample connaissance tout à l'heure. La question, c'est pourquoi on est là ce soir. Il y a sûrement une bonne raison, puisqu'on est aussi nombreux. Et donc, la raison, c'est ça, Créalab. Qu'est-ce que c'est que ce Créalab? Alors, ce n'est pas la seule raison. On va parler, je pense, de plein de choses très intéressantes ce soir. Mais le premier objectif, c'est effectivement le lancement de notre Créalab de Groupama. J'aurai l'occasion de remercier tous ceux qui ont contribué largement à ce projet. Mais ça, on pourra y venir plus tard. Mais le Créalab, c'est quoi? Vous ne le voyez pas, on le verra, je crois, on le découvrira tout à l'heure, hein, Philippe. Le Créalab, pour moi, c'est la matérialisation d'une injonction d'entreprise qui est innover, créer, réfléchissez différemment, faites bouger les lignes, inventez, travaillez ensemble, soyez transverses, enfin bref, ayez de l'imagination. Et tout ça dans une entreprise qui a quand même une histoire de normes, de hiérarchie, de travail quand même assez réglementé et organisé. N'oublions jamais qu'on est dans le domaine de l'assurance. Et parfois, je l'assume étant moi-même un manager de l'entreprise, un management parfois un peu hiérarchisé, on va dire comme ça. Et donc, le Créalab, je dis que c'est la matérialisation d'une injonction parce que c'est tout simplement à travers quelque chose qui, vous le découvrirez tout à l'heure, est assez simple finalement, a vocation à favoriser la naissance d'un cadre différent, d'un cadre de travail différent, ayant pas pour autre objet que justement de stimuler ce nouveau style de réflexion, ce nouveau style de création. Voilà, c'est vraiment ça l'objectif. C'était pour moi juste vous dire en quelques mots que c'est un projet qui, de ce point de vue, me tient réellement à cœur parce que, encore une fois, au-delà de l'objet, entre guillemets, lui-même, c'est porteur pour moi de bien autre chose pour l'entreprise. Et voilà, hein, avant tout, pourquoi on est là ce soir. Et je ne vais pas garder la parole plus longtemps, je vais la passer à notre responsable de l'innovation, Philippe Vessac, pour qu'il vous en dise plus. Merci Jacques. Bonsoir à tous. Je m'intéresse depuis quelques années aux méthodes et principes d'innovation permettant de changer le monde. C'est-à-dire des méthodes permettant de créer des services et des produits utiles pour l'homme, pour répondre aux problèmes qui sont devant nous. Alors, les problèmes, c'est assez facile de les lister: pauvreté, chômage, risques climatiques, sécurité. Ces problématiques sont liées entre elles et résoudre ces problématiques permet à mon entreprise de donner du sens. Le pourquoi nous existons. Et la conséquence est de faire du business. Je suis Philippe Vessac, responsable d'innovation chez Groupama Rhône-Alpes Auvergne. Je travaille actuellement sur des drones et sur d'autres projets avec quelques collègues. Et je me considère comme un intrapreneur, c'est-à-dire un entrepreneur dans une grande entreprise. Les principes et les méthodes qui me guident sont l'effectuation et le design thinking. Ces principes et ces méthodes sont utiles bien sûr pour trouver le produit et le service innovant et pour conduire son projet, mais surtout pour développer la résilience, permettant de résister à un environnement qui parfois est un peu hostile à l'innovation. Sans ces principes et ces méthodes, j'aurais sûrement abandonné. Et mes derniers projets auraient échoué. Ce soir, Groupama Rhône-Alpes Auvergne lance le Créalab, un espace mobile d'incubation de projets innovants, dans lequel tous les collaborateurs, mais aussi des organisations externes, vont changer le monde, vont agir pour savoir. En développant cette culture d'entreprendre, cette réelle transformation. Entreprendre, c'est aussi développer de nouvelles façons d'apprendre, comme peut le faire mon épouse et ses collègues dans son école primaire publique.
Et ce soir, nous avons un des maîtres de ces méthodes et principes pour inaugurer le Créalab, Philippe Zilberzan. C'est un guide pour moi. Je le remercie d'avance pour sa conférence. Enfin, je veux remercier Exoflow et toutes les personnes qui ont participé à la création du Créalab et à l'organisation de cette soirée. Ne cherchez pas à prédire l'avenir, créez-le. Merci Philippe. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis très heureux d'être ici pour plein de raisons. D'abord parce qu'avec Philippe, on se connaît depuis un bout de temps, donc c'est toujours un plaisir de répondre à son invitation, surtout avec ce que vous allez voir dans quelques minutes. Ce qui est aussi satisfaisant, c'est qu'il y a dans la salle plusieurs de mes anciens élèves, donc ça c'est une fierté d'enseignant de voir quand ils passent à l'action ce qu'ils font. Et puis surtout parce qu'on va parler beaucoup, tu as commencé à le faire déjà, vous avez commencé à le faire, d'innovation, d'entrepreneuriat, qui sont des choses, en un sens, qui sont très à la mode, on en parle énormément et pourtant ça semble toujours aussi difficile. Vous parliez tout à l'heure d'injonction. Je rajoute très souvent, juste après injonction, le mot paradoxal, parce que vous avez des organisations qui sont faites pour être efficaces et donc chasser les moments inutiles, le temps perdu, c'est en gros tous les moments où on innove, en gros. Donc on est dans une ère de la performance où on mesure à peu près tout. Et plus on mesure, moins on peut innover, c'est bien connu, puisque l'innovation c'est toujours du temps entre guillemets gaspillé qui peut-être un jour va nous donner quelque chose. Donc la question c'est, elle est très paradoxale, c'est comment une organisation peut être super performante et en même temps innover. Alors autant vous dire que le défi n'est pas prêt d'être relevé, il y en a beaucoup qui essayent. Et au final on se retrouve avec des gens qui au sein de ces organisations essayent malgré tout de progresser, parfois contre le reste de l'organisation. Si vous êtes client de Nespresso, vous savez peut-être que le projet a été mené contre l'ensemble de l'organisation pendant quand même 21 ans, ce qui est assez long. Pensez au project manager qui a pendant 21 ans fait son cycle budgétaire annuel. Encore un an, oui, mais ça fait 15 ans que tu es sur le projet, oui, mais là j'y suis presque. Et donc, avant d'être le projet le plus rentable de l'histoire de Nestlé, c'était le projet le plus ridicule de l'histoire de Nestlé. Le passage de l'un à l'autre, souvent, est très bref. Je parle également très souvent de Dacia, qui est un projet qui a été fait par Louis Schweitzer contre l'intégralité de Renault à l'époque, avant peut-être de sauver l'entreprise quelques années après, en 2009 notamment. Donc, c'est très difficile. Alors, tu parlais tout à l'heure d'innovation ouverte. Là aussi, c'est un concept qui est relativement récent, mais qui est très important. En un sens, on parle d'innovation ouverte, mais on ne parle plus d'innovation fermée. Alors, historiquement, l'innovation, c'était une grande entreprise qui avait un labo de R&D, et toute son innovation provenait de ce que produisait la R&D. Aujourd'hui, l'innovation, c'est quelque chose de connecté, d'ouvert sur l'extérieur, dans lequel on va avoir sous des formes multiples, mais des partenariats avec une nuée d'acteurs, petits et grands. C'est un changement qui est très important, alors surtout en France, puisque en France, les grandes entreprises ont l'habitude d'avoir des fournisseurs. L'idée, c'est de les écraser pour avoir les prix les plus bas possibles. L'idée de travailler avec eux en collaboration, c'est très nouveau, très difficile. Donc on a énormément de progrès à faire dans ce domaine. Et donc travailler avec ces entreprises dans un mode innovation ouverte, partenariat, etc., c'est très difficile. D'où l'intérêt de cette opération, de ce que tu fais, puisque justement ça participe de ça. Il n'y a plus d'innovation aujourd'hui qui soit fermée. La deuxième remarque, c'est effectivement de penser aux innovateurs. Alors, il se trouve que moi, je suis quasiment psychiatre d'innovateurs, puisque j'en avais encore une innovatrice ce matin qui m'appelait. Donc, elle est responsable d'un incubateur d'une grande entreprise du CAC 40, on va dire ça comme ça. Et la vie n'est pas facile, parce qu'effectivement, elle me disait que, alors tout le monde adore évidemment l'entrepreneuriat, l'incubateur, elle est sponsorisée par le PDG, tout va bien, sauf que évidemment, concrètement, dans la pratique, c'est très dur tous les jours. Parce qu'elle est obligée de se battre pour le moindre bout de scotch, puisque en fait, tant que les résultats ne sont pas là, on lui dit, en gros, tu sers à quoi? Alors, le jour où les résultats sont là, c'est étonnant comme vous avez plein d'amis, parce que là, du coup, ça devient une vraie victoire collective. En attendant la victoire, le parcours est souvent très solitaire, et donc il y a une vraie difficulté.
En fait, ce que doit faire un innovateur dans les grandes entreprises, c'est d'abord survivre et ensuite trouver des moyens de faire avancer les choses. Ce qu'on a souvent du mal à admettre quand on est innovateur, c'est qu'il n'y a pas de méchant en fait dans cette opération. C'est-à-dire que si on pouvait y trouver dans l'organisation une espèce de cabinet noir qui soit contre l'innovation, et puis qu'en éliminant cet être maléfique, tout d'un coup on deviendrait tous innovateurs, ça serait formidable. Mais c'est pas du tout le cas. La vraie difficulté de l'innovation, c'est que l'entreprise, elle a des objectifs à atteindre, elle a des trimestres à boucler, du chiffre d'affaires à faire rentrer, etc. Donc il y a une logique de performance à court terme. Alors c'est très à la mode de se moquer de la performance à court terme, c'est quand même celle qui paye les factures à la fin du mois et les salaires. Donc ça c'est quand même un impératif. Et en même temps, évidemment, elle doit préparer l'avenir. Donc l'innovateur se trouve un peu dans ce paradoxe qui est que sans empêcher l'organisation d'atteindre ses objectifs de court terme, il ou elle doit l'aider, parfois malgré l'organisation, à préparer l'avenir. Alors, ce qui explique cette fameuse courbe de l'innovation, vous savez que l'innovation, elle est d'abord ridicule, ensuite elle est dangereuse et après elle est normale. Alors en France, on s'arrête en général à dangereuse, donc hop, on va faire une réglementation pour l'interdire. Mais quand Henry Ford a annoncé la Ford E-T, la voiture pour tous, tout le monde s'est moqué de lui parce qu'à l'époque, la voiture, c'était bien évidemment un objet de luxe réservé à une élite. Et l'idée que tout un chacun puisse avoir une automobile était au mieux totalement ridicule, au pire révolutionnaire. Voilà. Donc, phase de moquerie, où l'innovateur expérimente avec des trucs qui sont, alors les phrases habituelles, c'est pas notre cœur de métier, etc. Quand ça commence à devenir un peu sérieux, là, on prononce les mots de cannibalisation. Ouh là là, attention, ça va nous cannibaliser tel ou tel segment. Donc là, c'est très intéressant, mais on va mettre la pédale douce pour surtout pas y aller trop fort. Des fois que ça pourrait marcher, c'est quand même un peu dangereux. Et puis après, alors si ça réussit, là, c'est vraiment une réussite collective. Et là, vraiment, on salue le soutien de l'ensemble des parties à la réussite du projet. Alors après, la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, réponse française, quand on a vraiment décidé d'innover, en général, quand on commence à perdre des parts de marché et que là, ça devient vraiment très, très difficile, on va faire un plan d'innovation. Et donc, la question, c'est quel process, quel plan, etc. Moi, quand j'ai des étudiants qui viennent me voir pour faire un mémoire de master ou de MBA, c'est je viens vous voir parce qu'il faut qu'avec mon entreprise, on détermine une méthode d'innovation. Alors quelque part, je dispose de la connaissance qui permet de mettre au point une méthode d'innovation et donc je vais pouvoir les aider à mettre au point cette méthode. Alors malheureusement, ça n'existe pas. Parce que si ça existait, d'abord je ne serais pas là, je serais en train de l'appliquer pour devenir très très riche. L'innovation par définition, c'est quelque chose d'entièrement nouveau et ça n'est pas réductible à une méthode. General Electric qui a cru qu'on devenait une entreprise entrepreneuriale en formant tous ces cadres à la méthode entrepreneuriale Lean Startup, s'est dit c'est bon, une fois qu'ils sont formés pour être entrepreneurs, ils vont tous être entrepreneurs et hop, abracadabra, et on est parti. Voilà, donc énorme plan de formation et qu'est-ce qui s'est passé derrière? Rien, parce qu'en fait, c'est le système lui-même qui doit permettre l'innovation. C'est un contexte qu'il faut créer. Alors, moi, je cite toujours parce que la question, c'est quel leadership pour permettre l'innovation? En gros, c'est une question qu'on pose beaucoup. Que peuvent faire les managers? Je cite très souvent le discours inaugural de Franklin Roosevelt en mars 1933. Alors le contexte, vous le connaissez certainement, l'Amérique est en crise profonde et elle attend de la part de son nouveau président un plan d'action. Et donc là, il y a deux écueils. Le premier, c'est de nier la difficulté, et le deuxième, c'est de se poser en sauveur. Et donc, il évite très brillamment les deux écueils, et il prononce son discours en disant, en gros, on est vraiment dans la panade. Là, je ne veux pas vous cacher que là, on est plutôt pas bien, et je n'ai pas de solution pour en sortir. Imagine la douche froide. Mais il dit, par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer plein de trucs. Il y en a plein qui ne vont pas marcher, mais avec un peu de peau, il y en a qui vont marcher. Donc j'ai besoin de vous, donc appel aux compétences, on va faire des choses. Alors le seul truc, vous vous souvenez, la fameuse phrase, la seule chose dont on doit avoir peur, c'est la peur elle-même. Donc là, il crée un contexte.
Et il me semble que ce que peut faire un manager, un leader, c'est pas nécessairement être un innovateur ou une innovatrice, c'est créer un contexte dans lequel ces choses-là vont pouvoir se passer. J'ai plein d'exemples d'innovateurs. Alors ceux qui ne se sont pas suicidés, quand je leur demande pourquoi ils ont réussi, ils me disent fondamentalement deux choses, et je vais venir après au principe. Ils me disent, je me suis appuyé sur les gens, c'est-à-dire que l'innovation, c'est une démarche qui est fondamentalement politique. On crée une coalition de gens qui ont envie de nous aider sur un projet en particulier. C'est pour ça que je regrette qu'on ne forme pas nos cadres dans les écoles de commerce à la politique, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire l'art de créer une coalition pour atteindre un objectif déterminé en commun. Et la deuxième chose, c'est, donc premièrement, il a travaillé sur cette base-là, et deuxièmement, il m'a dit, mon chef m'a couvert. C'est-à-dire qu'un jour par semaine, donc c'est quelqu'un qui a créé une ligne de produits qui a eu un très grand succès dans une grande entreprise, et il m'a dit, j'y travaillais en gros un jour par semaine, et mon directeur m'a couvert en disant que j'étais en formation, etc., etc. Vous voyez, donc tout le monde n'a pas besoin d'être innovateur. L'idée, c'est que chacun peut créer un contexte dans lequel ce type de choses peut se produire. Donc l'écueil, effectivement, ça va être de pas forcément se précipiter sur des méthodes, même si celles-ci peuvent être utiles. Hein. Tu parlais du design thinking ou lean startup. Enfin, il y a plein de méthodes qui peuvent avoir une utilité tactique, mais une méthode ne rend pas en elle-même une organisation plus innovante. La vraie difficulté qu'on rencontre aujourd'hui, c'est que, qui est liée d'ailleurs pas juste à l'innovation elle-même, hein, mais qui est liée aussi à la transformation, puisque c'est un peu le mot à la mode. On se trouve avec des grandes organisations. Aujourd'hui à Paris, hein, les boîtes du CAC 40, elles vous disent, alors elles ne le disent pas officiellement, mais c'est pas très dur de les faire parler, elles vous disent bon bah nous, notre plan de transfo, donc on a signé pas mal de chèques, là on a fait tout ce qu'on savait faire, hein, mais il ne se passe pas grand chose en fait. Hein. Alors ils vous disent ça, et la deuxième chose qu'ils vous disent, dans leur langage à eux, ils vous disent ce qu'on a quand même compris dans cette histoire de transfo, c'est que c'est un problème de people. Les gens, vous savez, les trucs. Voilà. Donc ça, ils ont compris que c'est une histoire de gens. Et là, du coup, ça devient très très compliqué parce que c'est dans les feuilles Excel, ça rentre pas bien, ça ne peut pas. Donc là, ils ont un peu touché la limite. Et donc, les plans de transformation sont. Pourtant, des plans, on en a fait. Hein, ça, en France, on sait faire des plans. On fait venir des consultants, puis hop, on a des plans, des slides. Machin. Donc, on est très bon en dessin animé, hein, contrairement à ce qu'on croit. En France, on a une bonne école d'art graphique, et ça marche pas. Et ça marche pas parce qu'en fait, la transformation, l'innovation, elle est rendue nécessaire par les changements qu'il y a dans l'environnement. Alors, si on fait très rapidement, on va vers une société plus entrepreneuriale, avec des gens, tenez-vous bien, hein, qui sont plus informés, qui sont mieux formés, plus autonomes. Tu parlais de gens qui demandent du sens, et notamment qui sont sensibles, ça paraît incroyable, à la façon dont on les traite dans l'organisation. Où va-t-on ? Et donc, il faut se transformer pour tenir compte de l'avènement de cette société que, pour simplifier, je vais appeler entrepreneuriale. C'est plus complexe que ça, bien sûr. Et pour se transformer, qu'est-ce qu'on fait ? On fait un plan avec des gens au 17e étage de la tour machin truc, et on dépose le plan sur le bureau des managers en disant « Maintenant, vous allez être entrepreneurial ». Il y a une contradiction dans la façon de procéder. Et donc, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Ça marche pas. On sait que ça marche plus. Ce qu'il faut faire, c'est retourner la question et se dire si l'organisation doit se transformer, ça ne peut venir que j'allais dire des managers, enfin des gens qui composent l'organisation, c'est pas juste des managers. Donc la seule question, c'est quels outils, quels principes, quel mode d'action peut-on donner à des gens qui composent une organisation pour les faire bouger. Et c'est important parce qu'il y a pas mal d'organisations qui sont complètement tétanisées aujourd'hui. On sait aujourd'hui que certaines grandes entreprises extrêmement prestigieuses, depuis quelques années, ont des turnovers extrêmement importants, ce qui ne leur était jamais arrivé. Je connais au moins 3 organisations qui m'ont dit alors là, on est vraiment étonné parce qu'on a de plus en plus de mal à recruter, et quand on recrute, en général, les gens restent 6 mois parce qu'ils repartent horrifiés. Voilà. Moi, je le vois aussi avec certains de mes étudiants. Hein, ils disent « Ah, super, j'ai eu un stage dans telle grande entreprise. Ah, génial !» Et 6 mois après, ils reviennent en disant je suis tombé chez les dingues. Oh, vache, vous vous rendez compte, j'ai pas le droit de dire ce que je pense. Quand j'essaye de dire quelque chose, on me dit tu parleras quand tu seras chef.
Alors avant, les gens disaient bon bah il faut que je devienne chef et puis après j'aurai le droit de parler. Aujourd'hui, ils s'en vont parce que tous leurs copains sont dans des startups, donc ça pose de vrais problèmes. D'ailleurs, ça montre bien qu'on parle souvent de rupture comme quelque chose d'externe. J'aime beaucoup ça, les entreprises me disent avec toutes les ruptures qu'il y a sur le marché. Non, mais la rupture, bien sûr, elle est sur le marché, mais si c'est sur le marché, ça vient chez vous très vite. Hein. Ça s'appelle le recrutement. Hein. De toute façon, vous les retrouvez de toute façon, hein, très très vite. Hein. Donc, il n'y a pas de rupture externe qui n'entraîne pas un bouleversement interne. Et donc, nécessairement, une remise en cause des modes de management. Historiquement, les principes de management sont toujours nés d'un défi externe, que ce soit la fabrication de masse, que ce soit les problèmes de communication, etc. Donc, les modes de management, mode au sens masculin du terme, hein, sont toujours nés d'une réponse à un défi externe. Et donc, c'est la même chose aujourd'hui. Le défi externe, l'un des défis externes aujourd'hui, c'est notamment les changements d'attitude au travail des jeunes générations. Alors, les vieux diront mais ils veulent plus travailler. Malheureusement, c'est beaucoup plus complexe que ça. Ils veulent juste travailler différemment. Ils ont des aspirations, etc. Donc, s'il y a un changement externe, il y a forcément un bouleversement interne. Et c'est ça qu'on voit aujourd'hui avec toutes les grandes questions sur l'entreprise libérée, reinventing organization, etc., etc. Il y a beaucoup de recherches en ce moment sur quel mode de management des organisations. On n'a pas forcément trouvé la réponse, mais en tout cas, on sait qu'aujourd'hui, les organisations sont très très mal en point. Alors, vous savez, c'est comme le dessin animé, hein, c'est-à-dire qu'on continue à courir, et on n'est plus sur le sol, hein, on s'en est pas encore rendu compte, mais voilà. Donc je pense qu'on est un peu à bout de souffle en termes de management. Et quand on parle d'innovation, c'est pas juste oui, il faut sortir des produits innovants. Il faut vraiment réinventer la façon dont on manage. Alors ça c'est sympa, mais comment qu'on fait? Alors là, on sort à ce moment-là de sa boîte le miracle qui est l'entrepreneuriat. Hein, je l'ai vu, ça y est. Et donc, c'est très simple, on va développer l'entrepreneuriat. Et donc, pendant très longtemps, je l'ai fait moi-même. Moi, je suis ancien entrepreneur, donc je me suis dit, c'est très simple. Pour faire bouger les entreprises, elles ont qu'à devenir plus entrepreneuriales. Donc, on va faire venir des entrepreneurs, on va faire des incubateurs, des labs, etc. Ça, c'est très important. Parce qu'effectivement, tu le disais toi-même, il y a un élément qui est le lieu, qui va permettre de faire des rencontres, etc., des changements de culture, etc. Mais il faut aller beaucoup plus loin parce qu'en fait, ce que peuvent apporter les entrepreneurs, c'est pas juste la capacité d'être plus innovant. Déjà, c'est pas mal. Encore une fois, j'insiste bien, hein, mais je crois que ça peut être beaucoup plus que ça. Que font les entrepreneurs en fait quand on regarde ce qui distingue vraiment les entrepreneurs, je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu le livre de Harari, Sapiens. Vous avez lu? Alors, je vous le recommande vivement. Alors toi, je t'ai déjà posé la question, donc je ne vais pas te poser la question. Donc je vous le recommande vivement pour plein de... Enfin, c'est d'une culture encyclopédique extraordinaire. Mais il y a un élément, et Harari, à un moment, pose la question de savoir pourquoi Sapiens a réussi à dominer toutes les autres espèces animales. Est-ce que vous pouvez imaginer pourquoi Sapiens, à l'opposé, enfin, contrairement aux autres espèces, a réussi à dominer les espèces animales? Qu'est-ce qui nous distingue, nous, des autres animaux? Parce qu'apparemment, on n'est pas très fort, on court pas très vite, on est un peu nul en tout, on est moyen en tout en fait. Hein. C'est un peu naze hein, d'être humain. Hein. Vous savez, le guépard il court plus vite, l'éléphant il est plus fort. Ouais. Ouais, exactement. Exactement. C'est-à-dire que on sait s'organiser, mais les fourmis savent aussi très bien s'organiser. Mais sur des tâches simples et plutôt répétitives. Les chimpanzés savent s'organiser sur des tâches plus sophistiquées, mais avec un tout petit groupe. Au-delà de quelques unités, ils ne savent plus. Trop compliqué. L'être humain, c'est le seul qui est capable d'organiser 500 000 personnes, voire plus, des gens qui ne se connaissent pas et qui pourtant vont travailler ensemble. Le marché est un des exemples. Hein, comment on peut coordonner 1 million de personnes qui ne se connaissent pas et qui pourtant vont bosser ensemble. Et ça, effectivement, c'est le mythe. Et de manière très intéressante, Harari ajoute, donc ce qui permet l'organisation, c'est le mythe collectif. Alors, mythe ou fiction, on ne va pas jouer, enfin, il emploie lui-même d'ailleurs plusieurs termes, hein, donc c'est un peu compliqué, mais en tout cas, l'histoire collective, alors ça peut être de la religion, ça peut être un objectif d'entreprise, voilà, les notions varient. Et donc, il ajoute, pour changer, la condition du changement pour qu'une organisation se transforme, c'est en fait d'adhérer à un nouveau mythe, une nouvelle histoire. Autrement dit, c'est de regarder le monde différemment, de réinventer une histoire qui nous permet de voir le monde différemment. Et ça, c'est ce que les entrepreneurs font en fait. Un entrepreneur, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on se moque d'eux souvent,
C'est Henry Ford, encore une fois, qui dit non, moi je pense vraiment que tout le monde devrait pouvoir avoir une voiture. Donc on se moque d'eux, c'est complètement ridicule, etc. Oui, forcément, parce que le mythe au début, personne n'y croit, etc. Et puis après, l'entrepreneur, il le fait, etc. C'est comme Zara qui dit on peut avoir des usines textiles en Europe qui sont rentables, on peut créer une marque de textile rentable. Starbucks qui dit on peut donner aux Américains le goût du bon café. Je dis ça quand il n'y a pas d'Italien dans la salle. Etc. On peut multiplier les exemples. C'est aujourd'hui Elon Musk qui dit je peux envoyer des gens sur Mars. Alors il y en a qui, surtout en France, qui trouvent ça totalement ridicule. Lui s'en fiche, il le fait. Alors après, il va peut-être pas réussir, mais c'est la création d'un mythe alternatif. Et donc, ce qui est intéressant, c'est la façon dont les entrepreneurs s'y prennent après pour transformer, pour donner corps en fait à ce mythe collectif. Donc là, on a plein de façons de voir l'entrepreneuriat. On a la façon visionnaire, c'est-à-dire j'ai une vision et je vais la mettre en œuvre. Donc Elon Musk, encore une fois, est un très bon exemple, puisque c'est quand même quelqu'un qui est en train de disrupter 3 industries, pas juste une. Il se lève le matin, il a 3 industries à bouleverser quand même. Alors la prochaine fois que vous levez, quand vous voulez, vous dites ma journée va être dure, pensez à Elon Musk, 3 industries, c'est quand même pas mal. Les entrepreneurs sont particulièrement, je crois, dans l'économie, c'est eux qui ont la fonction, pas que économique d'ailleurs, d'inventer une manière de voir le monde différente. Et donc, je me suis dit, très intéressant, donc en fait, les éléments de transformation d'une organisation, pour la rendre plus entrepreneuriale, mais pas seulement, en fait, on peut s'inspirer de comment font les entrepreneurs. Alors comment ils font ? C'est là effectivement qu'on va parler d'effectuation, qui est un néologisme. Depuis le temps que je dis que c'est un néologisme, c'est peut-être plus un néologisme. En tout cas, c'est un terme qui a été introduit il y a maintenant une quinzaine d'années par une chercheuse américaine d'origine indienne qui s'appelle Madame Sarasvati, qui est une femme extraordinaire. Et l'effectuation, en fait, c'est pas une nouvelle méthode. C'est surtout pas une nouvelle méthode, à la fois pour le mot méthode et pour le nouveau. L'effectuation rend compte de la façon dont des gens normaux font pour être entrepreneurs ou voire plus. D'accord ? Donc ce sont 5 principes qui sont tellement évidents et simples que c'en est parfois un peu embarrassant, mais justement c'est le grand avantage. Je vais donc vous présenter rapidement ces principes. Le premier principe, c'est démarrer avec ce que vous avez sous la main. On aime bien démarrer avec des plans, on aime bien démarrer avec des visions. Je vous parlais tout à l'heure des plans qui sont déposés sur le bureau de ces pauvres managers en disant on a pensé pour toi, maintenant exécute. C'est plus comme ça que ça fonctionne. Donc, l'entrepreneur, il se dit pas quelle est ma vision pour le marché automobile de l'an 2050. Non, il dit qu'est-ce que j'ai sous la main, là, maintenant, et qu'est-ce que je peux faire avec ça. L'avantage, c'est que quand on fait comme ça, on peut commencer maintenant. On n'a besoin de demander à personne. Et donc transposer à l'organisation, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on dit la transformation des organisations, il faudrait que mon chef me laisse plus de temps. Non, on n'a pas de possibilité d'agir là-dessus. Donc la question, c'est qu'est-ce que je peux faire là, maintenant ? Plutôt que d'essayer d'imaginer des choses qui seront peut-être sympas, mais qui ne se feront jamais. Donc on part de ce qu'on a sous la main et on se dit qu'est-ce que je peux faire avec ça. Et ce qu'on a sous la main, les 3 choses que tout le monde a, c'est sa personnalité, ce que l'on sait et qui on connaît. Alors, l'avantage, c'est que c'est donné gratuitement par la nature, donc il faut en profiter, c'est gratuit. Et donc on l'a sous la main. Faites l'essai, d'ailleurs, vous essayez de savoir le nombre de personnes que vous connaissez. Je dirais minimum 1500 chacun, vraiment le strict minimum. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de ressources potentielles, 1500 personnes. Donc, premier principe, c'est les entrepreneurs, plutôt que de commencer par des buts, commencent par ce qu'ils ont sous la main. Et après, à partir de là, ils se disent qu'est-ce que je peux faire avec ça. Deuxième principe, c'est ce qu'on appelle la perte acceptable, c'est-à-dire il faut commencer petit. Parce que c'est en commençant petit qu'on a une chance de terminer gros. Pourquoi ? Parce qu'au moins on sera en vie quand on fait des choses petites. Alors on aimerait tous avoir un objectif très important. Les Anglais disent « small is big ». C'est parce que vous commencez petit que vous avez une chance de terminer et de faire très gros à la fin. C'est ce qu'a fait Airbnb, c'est ce qu'a fait Blablacar. Ça a même été théorisé. Vous allez sur Y Combinator, qui est le grand incubateur de la Silicon Valley, et Paul Graham, qui est un peu le gourou de l'incubateur, a dit il faut aller lentement au début, il faut commencer petit parce que small is big.
Et donc la prochaine fois que vous démarrez un projet et que c'est tout petit et qu'on se moque de vous parce que les chiffres sont pas là, dites c'est la raison qui fait que peut-être il y aura des chiffres au bout. C'est précisément parce qu'on commence petit qu'on a une chance de survivre. Et en plus, quand vous faites petit et que ça marche pas, vous perdez pas grand-chose. D'accord ? Donc là, le directeur financier est plus content parce que vous perdez pas grand-chose. Deuxième principe, donc perte acceptable. Troisième principe, c'est les parties prenantes. Donc l'idée, c'est que l'entrepreneuriat, et d'ailleurs le management, le changement, la transformation, c'est un exercice social. C'est-à-dire que l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui rencontre des gens et qui fait des trucs avec les gens qu'il a rencontrés. C'est-à-dire que le préalable, le point de départ, c'est des individus qui ensuite font émerger des idées. Et vous voyez déjà le lien entre les trois éléments. C'est d'abord, on part de qui on est, donc c'est deux personnes. Chacun met en quelque sorte ses propres ressources sur la table, ce que j'ai envie de faire, etc., etc. Et après, on décide de faire quelque chose en perte acceptable, c'est-à-dire un petit truc. Etc., etc. Et une petite chose va en amener une autre, etc., etc., etc. Donc troisième principe, c'est vraiment les parties prenantes. Et ce que vous demandez aux gens, c'est de vous aider en fait. Et la grande qualité d'un entrepreneur, c'est la capacité à demander de l'aide. C'est quelqu'un qui a le courage et l'humilité de se dire, je suis pas génial, mais j'ai le courage d'aller demander de l'aide. Et donc, ce que doit faire un entrepreneur, c'est demander de l'aide. Et ça marche vraiment très très bien. Quatrième principe, c'est tirer parti des surprises. Alors on passe beaucoup de temps, alors un peu moins maintenant, mais quand même à faire des business plans. Un plan d'affaires, c'est fait pour éviter les mauvaises surprises. On va planifier. Alors il n'y a plus que là qu'on planifie en fait, parce que même l'Allemagne de l'Est a arrêté. Mais en entrepreneuriat, on continue à faire des business plans. C'est des mystères comme ça de la vie. On sait que ça marche pas, mais on continue à le faire. J'ai un collègue d'ailleurs qui dit le business plan, ça sert à tout, sauf peut-être à planifier un business. Donc ça sert à vendre un business à des investisseurs qui vont faire semblant d'y croire, puis après, quand ça marche pas, hop, ils vous nettoient au tour suivant. Ça marche très très bien. Donc plutôt que de passer beaucoup de temps à essayer de planifier quelque chose, etc., on va se dire, non, de toute façon, il va se passer des surprises. Donc c'est de guetter la surprise et de plonger sur les opportunités que la vie passe son temps à nous envoyer, mais que, comme on est bien planifié, on s'est ingénié à ignorer. Donc hop, on ouvre en fait et on se dit voilà, il y a des choses qui vont se passer et je vais saisir ces chances pour avancer. Donc c'est valable aussi bien pour un entrepreneur que pour quelqu'un qui veut transformer l'organisation. Par exemple, quand l'organisation a un moment de crise, c'est un moment dans lequel on peut ouvrir et essayer de desserrer les taux. Dernier principe, qui est le pilote dans l'avion. Là, c'est presque une posture. Donc c'est ce que Philippe évoquait tout à l'heure. C'est plutôt que d'essayer de prédire l'avenir. Je crois qu'on peut se calmer un peu de ce côté-là, parce qu'avec les surprises qu'on vient de vivre toutes ces dernières années, Journal du dimanche en novembre 2016, c'est photo d'Alain Juppé avec marqué « A-t-il déjà gagné ?» Vous vous souvenez d'Alain Juppé? C'est le mec qui devait être président garanti. Puis après, c'en était un autre, puis un autre, puis un autre. Non, après, ça a été François Fillon. Il devait être président. Donc on a changé de président certain tous les 3 mois quand même, en 2 ans. C'était bon, je vous épargne Trump. Tous les instituts de sondage, big data, machin, avaient montré que Trump avait aucune chance. Il l'avait prouvé. Avec les datas, c'était quand même pas compliqué. Le Washington Post, quand même, je crois 10 jours avant l'élection américaine, titre, c'est un titre, sur la première page, les chances de gagner de Trump approchent de 0. 0. Le gars qui a été élu 10 jours après. Donc on vit dans un monde de surprises, d'incertitudes, donc planifier c'est quand même difficile, prédire c'est encore pire. La prédiction c'est un outil merveilleux. Je ne sais pas si vous avez déjà fait donc des business plans ou des prévisions, des forecasts comme on dit en français. Ça marche super bien entre 2 catastrophes. Donc le problème c'est qu'au moment où il y a la catastrophe, c'est comme les chaises musicales, il faut juste que ce soit pas vous. Donc si vous êtes économiste, c'est bon parce que vous faites les prévisions, puis c'est les autres qui les achètent, et si ça se passe mal, c'est les autres qui payent. Donc là, c'est super. Mais si c'est vos propres prévisions, puis si ça se passe mal et que c'est vous qui en êtes victime, là c'est problématique. Donc l'entrepreneur, c'est pas quelqu'un qui essaye de prédire l'avenir. Quel sera le marché des implants X ou Y pour devenir plus intelligent dans 20 ans? C'est quelqu'un qui le fait, en fait. Donc on passe de prédire à agir. La meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer soi-même. C'est une vieille phrase, mais dans laquelle il y a beaucoup de vérité. C'est ce que fait Elon Musk, c'est ce qu'a fait Zara. Il y a plein d'exemples de gens qui n'ont pas pris
la vérité du moment comme quelque chose d'inéluctable. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui, au contraire, va essayer de faire mentir des soi-disant prédictions. Vous savez, la fameuse expression « les marchés matures ». Il n'y a pas de marché mature. Il y a des managers matures qui disent oh bah non, là, on a tout essayé. Ok, bah, dans ce cas-là, tu laisses la place à des gens qui, eux, vont essayer autre chose et ça va marcher. Donc, il n'y a rien d'inéluctable derrière ça. Voilà, donc ces 5 principes sont des principes entrepreneuriaux. Encore une fois, ce n'est pas une nouvelle méthode, on a observé que beaucoup d'entrepreneurs fonctionnent comme ça. Beaucoup s'y reconnaissent. Moi, ça m'arrive extrêmement souvent quand je fais une présentation de l'effectuation que les gens me disent « Ah, ben c'est ce que je faisais ». L'autre jour, après une présentation, il y a une dame qui est venue me voir et qui me disait « Je suis très content de vous avoir écouté parce que moi, j'avais un projet, mais à la chambre de commerce, ils m'ont dit que comme je n'avais pas de vision, je ne pouvais pas être entrepreneuse, donc je ne savais pas où j'allais. Et que comme je ne savais pas remplir ma feuille Excel dans 5 ans, je ne pouvais pas être entrepreneuse. » Et je lui dis « Mais madame, vous savez… il y a de l'espoir puisque personne ne fait ça en fait. Enfin, on fait tous semblant, mais en réalité, donc elle était très contente parce que du coup, je reprends mon projet. Alors, avec un grand sourire. Voilà, donc on n'a pas besoin de savoir prédire l'avenir pour être entrepreneur, bien au contraire. Ces principes sont très universels, ils sont applicables par tous et par toutes. On les observe sous toutes les latitudes. Ils sont enseignables. Et surtout, encore une fois, ils sont bien sûr des principes entrepreneuriaux, mais ils sont bien plus que ça. Moi, j'observe que quand on les présente à des managers, on leur donne en fait un moyen de recommencer à agir sur leur organisation. Une petite chose, un travail avec les autres, un partage d'une vision commune de ce que devrait devenir l'organisation. L'innovation, c'est un mouvement social. Comme tous les mouvements sociaux, ça commence souvent avec 2 personnes qui boivent un café et qui se mettent d'accord sur leur vision du monde et qui, à partir de là, vont essayer de convaincre d'autres que cette vision du monde est intéressante et qu'elle vaut la peine d'être mise en œuvre. Voilà ce que j'avais à vous dire sur la question. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, je crois qu'on a quelques minutes. Voilà. Merci beaucoup. Ah, je n'ai pas parlé d'agilité. Philippe, on avait coché les cases pourtant. Non, l'agilité, c'est un truc à la mode qui terrorise tout le monde. Moi, j'aime pas les trucs qui terrorisent tout le monde. Je sais pas ce que c'est que l'agilité. C'est un truc. Alors, c'est super sympa de dire ah, on va être une ressource humaine agile. C'est pas d'agilité dont les organisations ont besoin. C'est juste de faire ce dont les gens ont besoin et qu'ils vont acheter. C'est quand même autre chose. Ça n'a rien à voir. L'agilité, c'est dans certains contextes, l'agilité peut être intéressante. L'agilité, c'est dire au fond, c'est dire je ne sais pas de quoi l'avenir est fait et je n'ai pas de capacité d'influence sur cet avenir. Donc en fait, il va se passer des trucs et je vais réagir. Donc c'est bien. D'accord ? C'est important de se donner une capacité de réagir à des choses qu'on ne prévoit pas et sur lesquelles on n'a pas d'impact. Mais ça ne suffit pas, il faut aller plus loin. Ce que dit l'effectuation, quand on dit le pilote dans l'avion dans le 5e principe, c'est que l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui essaye d'exercer un degré de contrôle sur son environnement. Il n'est pas juste à subir l'environnement. Et c'est très important. Nestlé avec Nespresso, ils n'ont pas été agiles. C'est pas l'agilité qui a fait la réussite de Nespresso. Elon Musk, il n'est pas agile. Truc, il avance, etc., etc. Donc, voilà, c'est un très long débat. Après, le problème, c'est que ça devient très vite très émotionnel. Donc, l'autre jour, j'ai dit que j'étais contre l'agilité, donc je me suis fait agresser par des gens qui sont, devinez quoi, consultants agiles. Mais ils ont raison, évidemment. Donc, voilà. Donc, c'était ma réponse sur la question. Oui. Mais l'entrepreneur effectuel n'est pas visionnaire. Il commence avec lui-même. Ikea s'est fondé en 1943. Vous savez comment ça commence, Ikea ? C'est une épicerie. C'est une épicerie.
chercher la vision. Enfin, j'ai rien contre les épiceries. Hein, c'est pas... donc, il crée une épicerie. Il faudra 10 ans, en 53, pour qu'il sorte son premier meuble en kit. Donc là, on peut parler de vision. Ça fait 10 ans qu'il bosse dessus. La vision, elle est, pour moi... Alors, on peut avoir des entrepreneurs visionnaires. Elon Musk, encore une fois, c'est le cas typique. C'est-à-dire que lui, il se lève le matin et dit je vais envoyer des gens sur Mars. Et là, effectivement, c'est soit vous êtes avec moi pour envoyer des gens sur Mars, et là, on est d'accord, soit vous ne partagez pas ma vision, et là, on ne bosse pas ensemble. Donc, c'est pas négociable. L'entrepreneur effectual, lui, il dit je ne sais pas trop où je vais aller, mais par contre, moi, ce que je sais faire, ce que je sais, c'est que, je sais pas, n'importe quoi, j'aime bien le sport. D'accord, donc je vais regarder ce que je peux faire dans le sport, parler aux gens du sport, etc. Puis il rencontre quelqu'un, il dit ah ben c'est marrant, moi aussi j'aime le sport. Figure-toi que là il y a un terrain qui est inoccupé. On devrait peut-être organiser des matchs de football à 5, n'importe quoi. C'est-à-dire que l'entrepreneur effectual démarre avec lui-même ou elle-même, et la vision, si tant est qu'il y en a une à un moment donné, elle émerge d'un processus. Donc c'est pas moi qui impose ma vision, c'est je construis ma vision. Alors, je vais jongler avec les principes, hein, c'est je démarre avec moi-même et, principe numéro 3, je vais aller trouver des gens qui vont trouver ce que je dis intéressant, pas forcément être d'accord, et la vision, elle va évoluer. Les gens vont dire, bah ouais, on est prêt à t'aider, mais par contre, c'est pas du football, c'est plutôt du basket, nous, qui nous branche. Vous allez dire, bah ouais, pourquoi pas. Ou au contraire, vous allez pouvoir dire, non, moi c'est le football, j'aime bien le foot, donc on va pas bosser ensemble. La vision, elle émerge de ce processus de travail avec les autres. Donc ça veut dire que le compromis, pour moi, dans cette approche-là, le compromis est une vertu de l'entrepreneur. Alors que Elon Musk, le compromis n'est pas vraiment sa vertu. Donc c'est deux modes d'entrepreneuriat. Il y en a un qui est visionnaire et l'autre effectuel, qui est plus en émergence avec les gens qu'on rencontrera. Hein, donc les deux sont possibles. Oui. Non, parce que ce que vous allez faire, c'est que vous allez développer, encore une fois, une logique de contrôle de l'environnement. Quand je dis contrôle, attention, hein, c'est pas quelqu'un qui est caché derrière, etc. C'est agir pour que vous puissiez changer ce qui est autour de vous. Ça peut être au début pas grand-chose, mais en tout cas, la posture, elle est je transforme mon environnement. C'est-à-dire que encore une fois, un exemple, c'est quand Starbucks démarre dans les années 70, la consommation de café aux États-Unis, elle est en chute libre. Enfin, en chute libre. Elle est en déclin depuis 20 ans. Donc, si je suis agile, je me dis, oh bah, le marché du café, c'est pas génial, donc, oh là là, attention, hop, je vais faire autre chose, je vais vendre du thé ou des jus d'orange. Tout le monde disait à l'époque, l'avenir, c'est le jus d'orange parce que c'est bon pour la santé. C'est pas ce que fait Starbucks. Starbucks, il se dit, vous allez voir, hein, la puissance du raisonnement, faut pas que ça sorte d'ici, hein, par contre. Ils se disent, les gens boivent plus de café. Peut-être que c'est parce qu'il n'est pas bon. Et là, le secret, c'est que s'il est bon, ils vont en reboire et en plus, plus cher. Et alors, en dehors du côté un peu comique, c'est que c'est juste de dire je ne prends pas ce qui vient, je change les paramètres du marché, etc. Vous voyez, je suis un transformateur de mon environnement. D'accord ? Et ça, on observe cette posture dans plein d'exemples. Xerox en 1957. Alors, Xerox, quand ils veulent lancer leur photocopieuse, ils font une étude de marché. Et l'étude de marché leur dit il n'y a pas de marché pour Xerox. Je vous le répète, hein, s'il y en a qui... Il n'y a pas de marché pour Xerox. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Xerox avait une technologie qui était un peu chère, donc ils vendaient leurs machines beaucoup plus chères, et cette technologie n'avait de sens que pour des gens qui consommaient beaucoup. Or, à l'époque, les photocopies étaient tellement compliquées que les gens utilisaient très peu de photocopies. Donc, ça n'avait aucun sens pour le marché, qui était tout petit. Les clients, etc., ils consommaient 2 photocopies par mois, hein, c'était en moyenne. Et donc, vous arrivez avec un 35 tonnes de la photocopieuse, et les gens vous disent, bah non, moi j'ai 2 boîtes à transporter, donc j'ai besoin d'un coffre de voiture et pas d'un 35 tonnes. Donc, normalement, Xerox aurait dû dire, bon, bah, le marché, c'est pas bon, etc. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils disent, bah, nous, on a notre machine, notre techno n'a un sens que si les gens consomment beaucoup de photocopies. Donc, on va inventer un modèle d'affaires qui incite les gens à faire beaucoup de photocopies. Et donc, qu'est-ce qu'ils font ? Bah, ils disent aux gens, vous prenez la machine en location, les 1000 premières copies sont gratuites. Les 1000 premiers, je crois, c'est 20 mois de consommation gratuitement.
Qu'est-ce qui se passe quand un truc est gratuit? Ah ouais, on en consomme. Hein. Voilà, c'est pour ça que dans les boîtes de nuit, la première boisson est toujours gratuite. Hein. Et donc, bah, ils donnent ça, les gens consomment, ils arrivent très 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 vite à la barre des 1000, et à partir de là, évidemment, ils gagnent tout plein d'argent. Donc, je ne prends pas ce que me dit le marché comme quelque chose d'inéluctable, je le prends comme un paramètre, et après je me dis, ouais, mais comment je vais changer ça à mon profit? Alors là, le business model joue un rôle très très important, puisque c'est ce qui va servir d'interface entre votre techno et ce que va devenir le marché, mais pas ce qu'il est forcément aujourd'hui. Oui. Oui. Quelles sont les valeurs de l'entrepreneur effectuel et quels sont les indicateurs du tableau de bord du cockpit de l'entrepreneur effectuel? Vous êtes en contrôle de gestion, non? Les valeurs de l'entrepreneur effectuel sont celles qu'il se définit lui-même ou elle-même. C'est-à-dire que le paradoxe, c'est qu'on a à la fois une théorie qui ne présuppose pas de valeur et en même temps qui en porte énormément. Alors ça veut dire quoi? Par exemple, quand on dit que le point de départ de l'entrepreneuriat, c'est l'individu, en fait, c'est assez subversif comme terme, parce que ça veut dire que n'importe qui peut être entrepreneur. D'ailleurs, on a des entrepreneurs dans tous les pays. Ça veut dire qu'on ne fait aucun présupposé sur le niveau d'éducation, la couleur de peau, le sexe, parce qu'il suffit d'être soi-même, en quelque sorte. Et là où c'est intéressant, c'est de dire que non seulement n'importe qui peut être entrepreneur, mais c'est de sa propre personnalité qu'on va puiser, c'est dans sa propre personnalité qu'on va puiser les premières ressources en fait qui vont déterminer le projet entrepreneurial. Ça veut dire que c'est précisément ce qui nous rend unique qui va avoir de la valeur. C'est ce qui fait que 3 personnes dans cette salle auront chacun 3 projets différents. On a fait des expériences, on donne en fait une même idée à 5 personnes différentes. Une semaine après, on a 5 projets radicalement différents, avec la même idée de départ. Donc, les valeurs, effectivement, c'est qu'on démarre des individus, donc c'est extrêmement démocratique d'une certaine façon. Ensuite, quand on dit qu'au fond, ce qu'il faut, c'est agir sur la base de ce qu'on a, et ça veut donc dire que tout le monde peut agir, sans demander l'autorisation. Donc la question, ça ne devient pas qu'est-ce qui pourrait me permettre de, mais qui va m'empêcher au fond. Puisqu'en fait, tout ce dont vous avez besoin pour commencer et pour avancer, vous l'avez déjà. Et donc je trouve que c'est un formidable libérateur d'énergie et d'action. Donc en termes de posture, voilà, on part de l'individu, on est orienté vers l'action et surtout vers le progrès via le lien social. Quand je dis lien social, c'est un mot qui est teinté, hein, c'est pas juste être gentil avec tout le monde. Hein. C'est juste de dire que ce que crée un entrepreneur, c'est un objet social, une entreprise, un marché, un produit, une organisation, etc. Donc c'est une collectivité. C'est le fameux mythe de Harari, c'est ça. Donc l'entrepreneur, il fait ça, et la seule façon de le faire, c'est de bosser avec les autres. Voilà. Donc derrière, il y a de dire que c'est un travail social. Il faut aller convaincre les autres que notre projet est intéressant. Et en même temps, être prêt à le changer. Ah pardon, les indicateurs. Il y en a un qui est très simple. C'est d'être en vie. Ce qui est intéressant avec l'effectuation, c'est qu'il n'y a pas d'échec dans l'effectuation. Puisque justement, l'opposé de l'effectuation, c'est quoi? C'est que je me fixe un objectif et après je l'atteins ou je l'atteins pas. Si je l'atteins, ping, la case est verte. Si je l'atteins pas, la case est rouge. Échec ou réussite. L'effectuation, c'est de dire, j'essaye un truc, ça marche pas, j'en essaye un autre. Donc on a réussite ou grattage, et puis après on regratte, et donc on s'arrête quand on veut en fait. Failure is not an option. Donc ce qui est important, c'est-à-dire qu'on ne sort du processus que quand on a envie d'en sortir. Il n'y a pas vraiment d'échec en fait. Parce que, encore une fois, on peut toujours essayer des choses à partir de qui on est. Donc il n'y a pas de limite. Sauf si plus personne veut jouer avec nous, mais c'est très rare.
D'autres questions? Non, on va s'arrêter. Je te passe. Voilà. Merci beaucoup. Et ben commencez dès qu'on a terminé. Enfin, vous pouvez commencer maintenant. Hein. Il faut agir à partir de qui vous êtes. Donc. Merci beaucoup Philippe. Bonsoir à tous. Je suis Flavien Chervet, président de la société Exoflow qui a conçu le Créalab avec Groupama. Donc j'accentue le avec parce que ça a été vraiment un projet commun et c'est quelque chose qui a été autant agréable que fructueux, je crois. Et notamment, je remercie Philippe Vessac avec qui on a travaillé main dans la main pour avancer sur ce projet et qui a permis de le faire avancer aussi bien. Alors, je vais rebondir un peu sur ce que disait Philippe, sur les fictions et les histoires que les entrepreneurs se racontent et qui racontent autour d'eux et qu'on leur raconte en retour, etc. Parce que moi, je crois très très fort à une histoire de notre époque. C'est une histoire qui est presque philosophique. Je pense qu'on est en train de changer d'humanisme, en fait. Je pense qu'il y a 4 siècles, il y a eu un courant philosophique, l'humanisme des Lumières, qui a supposé quelque chose de très fort chez l'homme, c'est que son essence, sa capacité à être humain, ça venait de sa rationalité, de sa raison, de sa capacité à avoir des raisonnements justes et objectifs. Et aujourd'hui, c'est extrêmement promu. On n'a jamais été dans une société aussi technico-scientifique, et ça vient notamment de cette volonté de rationaliser tout. Et on a même rationalisé le travail et donc l'homme. Sauf que c'était une très belle initiative à l'époque, ça permettait un peu de sortir d'un monde où l'homme était fondé sur les croyances, mais aujourd'hui, ça a amené, comme tout mouvement qui se développe trop loin, une sorte de cancer, c'est qu'à force de tout rationaliser, on a fini par oublier l'humain. Et oublier ce qui, finalement, crée de la valeur chez l'humain. Ce qui n'est pas la rationalité. On le voit aujourd'hui, des technologies sont plus rationnelles que nous. Par exemple, l'intelligence artificielle. Donc, je pense qu'il faut réinventer l'humanisme, parce qu'on a des technologies qui font pression là-dessus, parce que les temps ont changé, parce que les besoins, notamment en innovation, sont nouveaux. Et je pense qu'on entre dans un nouvel humanisme pour lequel le propre de l'homme, le fondement de l'homme, ça doit être la créativité. Non pas une capacité à être rationnel, à se spécialiser dans quelque chose pour l'atteindre de façon très experte et de façon très raisonnable, mais au contraire avoir une ouverture, une curiosité sur le monde qui nous emmène vers tous les domaines qu'on a envie d'aborder. Donc je pense que c'est une histoire qu'on peut raconter, l'histoire d'un nouvel humanisme où l'homme n'est plus un homo ratio, un homme rationnel, mais un homo creatio, un homme de créativité. Et ça, c'est ce qu'on veut porter dans notre société, donc Exoflow, puisque notre mission dans cette société, c'est de libérer la créativité avec toute cette mission philosophique qui est derrière. Et je rejoins un petit peu ce qui a été dit tout à l'heure, que c'est pas du tout une vision qu'on porte et qu'on essaye de plaquer sur le monde. On pense qu'aujourd'hui, il y a des transformations énormes de partout dans la société qui portent cette transformation du monde, cet apport de la créativité, notamment, par exemple, cette injonction à l'innovation dont on parlait au début. Et nous, on s'inscrit juste dans ce mouvement, puisqu'on est des entrepreneurs effectueux, on voit des opportunités dans l'environnement, on voit qu'il y a aussi des contraintes et des manques, et donc on essaye petit à petit, par des petites actions, par des choses qui, on pense, ont du sens, de transformer cet environnement pour qu'il soit plus créatif. Et le Créalab, c'est exactement dans cette mission qui s'inscrit, parce qu'on le sait aujourd'hui, par exemple en sciences cognitives, l'être humain, son intelligence, elle est en interaction avec l'environnement, elle se construit au contact de l'environnement, et donc avoir un espace physique qui permet d'être créatif, c'est finalement un élément clé pour ce nouvel humanisme. Et il suffit de regarder les bureaux tels qu'ils ont été conçus depuis 2 siècles, ils ont été aussi rationalisés. On veut des choses bien blanches, bien droites, bien carrées. Eh ben, on pourrait peut-être aller vers des choses un peu plus colorées, des choses qui soient un peu plus utiles en soi, qui ne soient pas juste des lieux dans lesquels on met des humains eux aussi rationalisés, à des bureaux rationalisés, devant des ordinateurs rationalisés, pour faire un travail rationalisé. Bref, l'environnement, c'est finalement un facteur clé de la créativité, et c'est pour ça qu'on a conçu avec Groupama le Créalab. Mais le Créalab, c'est pas seulement un environnement physique, que vous verrez juste après, hein, on vous invitera à jeter un coup d'œil dans l'atrium. Le Créalab, c'est 2 autres choses. C'est un réseau. Donc là aussi, je rejoins totalement les propos sur l'effectuation. On ne fait pas de l'innovation sans faire appel à des gens qui sont pertinents à des moments clés d'un projet. Et donc, il faut avoir un réseau au bon sens du terme, avoir des gens sur qui on peut compter. Et autant du côté de Groupama que du côté d'Exoflow, on a un réseau. Alors je dis pas que le nôtre est aussi développé que le leur évidemment, mais en tout cas on a un réseau de gens qui ont envie de faire des choses, des gens qui sont des entrepreneurs, qui sont des innovateurs, ou qui sont des gens qui ont des compétences qui peuvent servir à des projets d'innovation.
Et donc, un des grands enjeux, c'était de trouver un moyen de mobiliser ce réseau grâce à ce Créalab. Donc, on a imaginé avec Groupama, et ça, on vous en reparlera peut-être quand on aura les preuves que ça fonctionne, on a imaginé tout un process pour permettre de travailler en open innovation, en innovation ouverte, avec des gens de l'extérieur dans ce lieu. Donc l'idée, ça va être d'avoir cet espace un peu symbolique dans lequel des gens se rencontrent, des gens de l'extérieur et de l'intérieur de chez Groupama, pour innover ensemble. C'est un espèce de lieu interface. Et puis la dernière chose, c'est de l'animation, et là je rejoins plutôt Philippe Vessac qui parlait tout à l'heure de méthode. C'est une animation qui doit être d'abord humaine et ensuite méthodologique. C'est-à-dire une animation qui ne peut pas être apprise dans les livres, une animation qui nécessite des personnes, des humains, nous, Exoflow, et puis des autres animateurs, des gens qui sur Lyon ont des compétences en innovation, en entrepreneuriat, etc., qui vont être capables d'encadrer des groupes de travail. Nous, on appelle ça des facilitateurs, parce que c'est un petit peu l'inverse d'un manager. Au lieu d'être au-dessus du groupe pour lui dire quoi faire, il est en dessous du groupe et il lui permet de faire ce qu'il a envie de faire. Et bien sûr des méthodes, donc en effet, nous on s'inspire énormément du design thinking et de l'effectuation en tant que posture, puisque c'est en effet des méthodes qui ont fait leurs preuves vis-à-vis de la créativité et pour faire avancer un projet créatif de façon assez rigoureuse. Mais bien sûr, c'est juste un cadre général dans lequel ensuite on est créatif à sa façon. Donc voilà, on va dire que le Créalab, c'est ces trois choses: un espace physique, un réseau mobilisable et pertinent, et enfin de l'animation et de la méthode qui permet de fluidifier le tout. Voilà, je vais laisser la parole à mon associé Romain qui va lui rentrer un peu plus dans l'opérationnel et vous expliquer comment ça fonctionne. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être venus aussi nombreux. Alors moi je vais parler un peu plus de façon concrète, c'est-à-dire que là il est maintenant grand temps de passer à la deuxième phase de la soirée. Donc on va vous ouvrir les portes de l'Atrium tout à l'heure. Flavien, tu as dit l'Atrium, donc c'est le grand hall par lequel vous êtes venus chez Groupama. On va vous ouvrir ces portes et là vous allez rentrer dans l'univers du Créalab. Alors il faut savoir déjà une chose, c'est que le Créalab a suivi la méthodologie de projet Design Thinking. Vous allez avoir un ensemble de posters sur lesquels vous allez pouvoir contempler le déroulement de la démarche. En fait, le Créalab, c'est un ensemble de pans. Alors des pans, parce que c'est un pan mural. Donc il y en a 13 pans muraux. Chaque pan égale une fonctionnalité. Et quand on rassemble plusieurs pans, on crée une zone dédiée à un usage. Alors là, tout à l'heure, vous allez arriver dans un environnement divisé en plusieurs espaces. Au final, chaque espace, nous, on va l'animer sous la forme d'ateliers. Et en fait, il y aura 4 grands ateliers qui représentent les 4 piliers d'un projet. Premier atelier, l'atelier inspiration. Il y aura notre ami Vincent Carrère, qui est ici présent, qui va réaliser avec vous une œuvre artistique qu'il appelle le triptyque. Vous verrez tout à l'heure. Petit mot-clé, peinture rupestre. Il y aura aussi une animation dans cet atelier d'inspiration pour tester au final la réalité augmentée. Ensuite, il y aura un autre atelier dédié à la génération d'idées. Il y a 3 pans sur lesquels il y aura des thématiques. Et ça sera juste à vous de venir marquer vos idées sans censure. Ensuite, il y a un 3e atelier sur lequel vous allez pouvoir contempler et essayer les produits d'une entreprise qui s'appelle Continuum, qui est venue spécialement. C'est au final un atelier spécialement dédié à l'ergonomie humaine. Et au final, le 4e atelier, c'est un atelier dédié au prototypage. Donc là aussi, je peux citer l'entreprise Atom, qui a gentiment prêté sa machine, son imprimante 3D. Vous allez aussi pouvoir tester d'autres objets, notamment le Doodle Pen. 2 temps forts dans la soirée. Le premier temps fort, il y aura un quiz, parce que ce sera l'occasion pour vous déjà de tester votre culture entrepreneuriale et de gagner le dernier ouvrage de Philippe Zilberzan. Attention, le premier qui répond aura l'ouvrage. Il y aura une 20aine de questions. Et le deuxième temps fort, ça sera le dévoilement du triptyque de notre artiste Vincent Carrère. On y va ? Allez, on se lève ? Allez, go ! Well, then we'll find a way to dodge a smoking gun.
So, we'll say a little prayer. But if the answer isn't fair, then call on me. When you need somebody, call on me. When you can't stop the tears from falling down.